Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander sur Magic the Gathering. Aujourd'hui vidéo un peu particulière mais que j'attendais avec impatience, je vais vous présenter le cube. Ce cube, ça fait un peu plus d'un an qu'il est en préparation sur le Discord MTG Commander, et c'est un cube entièrement communautaire, custom, et à destination d'un draft en EDH, un peu comme Commander Legends. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où on cherchait du monde au tout début du cube, mais aujourd'hui, maintenant qu'il est terminé officiellement depuis hier, je voulais vous le présenter et vous donner toutes les infos pour le jouer entre vous, que ce soit en papier ou en version numérique. La vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai beaucoup d'informations à vous passer autour du cube, que ce soit sur les points techniques, mais aussi pour vous parler un peu des cartes ou de la façon dont il a été réalisé. Et c'est pour ça que je vais essayer le chapitrage de vidéo pour la première fois, afin que vous puissiez sauter aux parties qui vous intéressent. Avant d'aller plus loin, sachez que vous retrouverez en description de la vidéo tout ce qu'il vous faudra pour jouer avec le cube, et ce, normalement, dès la sortie de la vidéo, mais si jamais ça n'y est pas, c'est qu'il me manque quelques dossiers avant de tout mettre en ligne, n'hésitez alors pas à repasser sur la vidéo pour trouver les fichiers. Vous trouverez de quoi jouer sur Cocatrice. Si vous avez besoin d'un tuto sur comment faire pour mettre les sets custom et le drafter, n'hésitez pas à aller à la partie correspondante dans la vidéo, mais vous trouverez aussi un lien direct pour l'impression du cube en version papier, que j'aurai le plaisir d'emmener à l'événement Commander organisé par le Pince Crâne à Auxerre le 23 juillet. Plusieurs personnes de la team de réalisation du cube y seront et nous jouerons avec plaisir avec vous pour découvrir ce mode de draft assez particulier. On verra donc dans cette vidéo en premier qu'est-ce qu'un cube pour les gens qui ne sauraient pas vraiment de quoi je suis en train de parler. En deuxième, je vous présenterai comment jouer les points techniques du cube sur le jeu papier et le jeu en ligne. Je vous présenterai ensuite les mécaniques exclusives au cube, car oui, nous avons créé des mécaniques ou reprises d'anciennes mécaniques et réadaptées. Toutes ces mécaniques ont été pensées et ont été développées pour qu'elles puissent coller avec les règles de Magic. Il n'y aura donc normalement pas d'erreur et pas de mécanique incompréhensible, même si pour certaines nous avons été obligés de créer de nouvelles comprehensive rules qui s'intègrent parfaitement avec celles préexistantes. Enfin, en dernière partie de la vidéo, je vous présenterai, afin de gagner du temps lors des drafts, les archétypes du cube. Et oui, car le draft va être un petit peu long au début, 460 nouvelles cartes exclusives qu'il faudra découvrir et lire, ça fait beaucoup. Avant d'attaquer tout ça, je tenais quand même à remercier énormément tous les membres de la team du Cube qui ont permis à ce projet d'exister et d'aller au bout, que ce soit des plus habitués qui sont restés des premiers designs jusqu'au dernier, ou des gens qui sont passés pendant une semaine ou deux, proposer leurs cartes et voter sur les décisions. Vous avez tous contribué à ce que ce cube soit réalisable et prenne vie, et pour ça je vous en remercie. Vous retrouverez les noms de tous les créateurs sur leurs cartes respectives, à droite, en bas de la carte. Un merci tout spécial également pour Pete sur Discord, qui m'a beaucoup aidé dans les premières phases de relecture des cartes et leur intégration dans les règles. Il a vraiment participé longtemps avec moi pour remettre au clair la plupart des cartes. Et un grand merci également à Syndras, qui m'a beaucoup aidé sur la fin du cube, afin de réaliser les versions papier et imprimables de ce dernier. Il a aussi beaucoup relu pas mal de coquilles qui y sont présentes jusqu'à la fin. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la première partie. C'est quoi un cube? Un cube, normalement, c'est une façon de jouer à Magic en draft avec un paquet de cartes prédéfinies. Là où en draft habituel, on ouvre des boosters et on peut tomber plusieurs fois sur les mêmes cartes, dans un cube, il y a un exemplaire de chaque carte, et les joueurs draftent avec pour faire des decks qui sont souvent assez compétitifs, ou en tout cas d'un power level bien plus élevé qu'en une partie de limité classique. La rareté a peu d'importance, il n'y a pas vraiment de commune, unco ou rare, toutes les cartes ayant une valeur équivalente étant présentes en une seule fois dans le cube. Ici, encore plus fort, c'est un cube custom, c'est-à-dire que sur 480 cartes, ce qui fait beaucoup, il y en a seulement 20 qui sont des vraies cartes de Magic l'Assemblée. Ce sont les 10 Fetchland et les 10 terrains bicolores des éditions Alpha Beta. Et vous noterez que même ces terrains-là ont reçu de nouvelles illustrations et un flavor text qui vous ancrera dans le lore du plan de Bérélion. Les 460 autres cartes du cube ont été créées de toutes pièces par la communauté. Pour ce faire, nous avons proposé des thèmes récurrents,
chacun pouvant proposer une de ses cartes dans le thème, puis elles ont été votées, et seules les cartes avec la majorité ont été retenues dans le cube. J'ai arrêté de compter au bout d'un moment, mais il y a plus de 1600 cartes en tout qui ont été designées et proposées au vote. Ces cartes ont été ensuite relues, corrigées, réadaptées, nerfées, EP, suite à nos sessions de playtest, qui ont été relativement nombreuses de mon côté, mais d'autres cubeurs y ont aussi participé. Mais comme nous avons été en petite équipe quand même, il est possible qu'il reste quelques erreurs dans les cartes, que ce soit des coquilles d'orthographe ou de syntaxe, ou encore des petites erreurs qui seront sûrement retrouvées par vous d'ici quelques jours une fois que vous l'aurez joué. Concernant l'équilibrage, il n'est évidemment pas parfait, mais on s'est assuré de bien playtest pour être sûr que toutes les cartes soient jouables dans leurs archétypes respectifs et qu'il n'y en ait pas un au-dessus des autres. Chaque couleur a reçu le même nombre de cartes, et le même nombre de cartes de chaque coup converti de mana, ce qui est important pour l'équilibrage du cube. Cependant, sont variables le nombre de types de chaque carte. Maintenant que vous en savez un peu plus sur comment le cube a été conçu et sur qu'est-ce que c'est qu'un cube, on peut passer à comment jouer ce cube de 480 cartes. C'est un cube qui a été designé pour être multijoueur. Le nombre idéal de participants étant 4 ou 8 joueurs, en tout cas pour la version papier. Si vous jouez en ligne, vous pourrez jouer entre 4 et 8 joueurs, n'importe quel nombre de joueurs, car vous aurez accès au bot. Le but, au final, est d'obtenir un nombre de cartes équivalent pour chaque joueur dans des pseudo-boosters, qui seront ensuite draftés. On reviendra sur la phase de draft juste après. Pour jouer, une fois la phase de draft finie et les decks construits, vous créerez des tables multijoueurs, idéalement de 4 joueurs, mais pouvant être répartis en 3-3 par exemple si vous draftez en ligne, ou en une seule table de 5, à vous de voir. Pour le jeu papier, si vous draftez à 4, vous jouerez tous les 4, si vous draftez à 8, vous pourrez faire 2 tables de 4 joueurs. La construction des decks vous demandera de choisir un commandant, un peu à la façon de Commander Legend, autour duquel vous devrez respecter les mêmes restrictions que quand on construit un deck de Commander, à peu de choses près. Ici, on fera des decks de 60 cartes en tout, incluant le commandant, et ces decks seront forcément singleton vu que c'est un cube, mais devront respecter l'identité couleur du commandant. Si je joue un commandant rouge, vert, bleu, Témur, je ne pourrai pas jouer de cartes noires dans mon deck, ni même de cartes avec un symbole de mana noir dans le deck. Il faut donc prendre ça en compte quand on draft, pour éviter de se retrouver avec trop de cartes hors couleur du commandant que l'on va choisir au fur et à mesure du draft. En parlant des commandants, ces derniers se trouveront au hasard dans vos boosters de draft, et il faudra tomber dessus au moment opportun pour pouvoir construire autour. N'ayez crainte, avec tous les tests qu'on a fait, cela arrive très facilement. En effet, pour chaque bicolorité, il y a 3 commandants différents, s'associeront à ça pour chaque tricolorité 2 commandants différents, soit déjà 50 commandants, auxquels s'associeront 10 commandants monocouleurs, mais qui ne sont pas vraiment des monocouleurs, je vous expliquerai ensuite dans les mécaniques, et enfin se rajouteront 3 commandants 5 couleurs. Pour un total de 63 commandants sur 480 cartes, vous aurez donc largement le choix de trouver les couleurs qu'il vous faut. Voyons maintenant comment drafter. On va commencer par le format papier qui est le plus simple à mettre en place. Muni de votre cube imprimé et tout beau, vous devrez faire l'étape la plus longue, à savoir le partager en 24 paquets de 20 cartes, au hasard. Une fois vos 24 paquets réalisés, comptez-vous. Si vous êtes 8, le nombre idéal pour lequel le cube a été calculé, vous donnerez 3 boosters de 20 cartes à chaque joueur. Pas besoin de les emballer, mettez-les juste de façon séparée, ou donnez-les progressivement pour qu'il n'y ait pas de mélange, le but étant de faire 3 ouvertures consécutives de 20 cartes. Puis chaque joueur peut regarder son premier paquet de 20 cartes, y choisir une carte, et passer son paquet à son voisin de gauche. Il recevra donc ensuite un autre paquet, avec une carte en moins, dans lequel il prendra à nouveau une carte et le passera à son voisin de gauche, et ainsi de suite. Quand le premier booster est terminé, chaque joueur peut à nouveau prendre son deuxième booster, et faire la même chose en changeant cette fois-ci le sens de rotation. Une fois le deuxième booster terminé, chaque joueur prendra son troisième paquet de 20 cartes et en fera de même une dernière fois. Ça y est, toutes les cartes ont été distribuées, les joueurs peuvent maintenant prendre le temps de construire leur deck de 60 cartes, incluant leur commandant. Évidemment, ils peuvent rajouter à ce deck n'importe quel nombre de terrains de base, qui compteront elles aussi dans les 60 cartes. Si vous jouez à 4 joueurs, vous distribuerez 6 paquets de 20 cartes à chaque joueur au lieu de 3. Et vous répéterez le processus décrit précédemment avec une petite variation. À chaque fois qu'un joueur prend une carte dans un paquet, il devra aussi en détruire une, c'est-à-dire la mettre de côté et personne d'autre ne pourra l'avoir ce draft-ci.
On peut appeler ça un burn. Chaque joueur fera donc un pick et un burn à chaque fois qu'un booster lui passe. Les joueurs auront donc, après le premier booster, 10 cartes jouables dans leur deck. On fait ainsi avec les 5 paquets restants, pour un total de 60 cartes jouables dans le deck de chacun des joueurs. Cela permet une expérience de draft qui n'est pas altérée car toutes les cartes du cube sont visibles à un moment par les joueurs, mais en même temps, cela permet de créer une dynamique de groupe un peu plus intéressante où on peut essayer de counter-draft plus facilement. Le nombre de terrains que je recommande est environ entre 22 et 24 ou voire 25 selon le type de deck que vous jouez, incluant tous les terrains non bases et les terrains basiques. Vous aurez donc un pool de 60 cartes parmi lequel il faudra en sortir entre 30 et 40 pour construire votre deck. Vous avez donc droit à l'erreur ou à rester ouvert au début de votre phase de pick. Comment jouer en ligne maintenant ? De mon côté, j'utilise Cockatrice pour jouer en ligne avec le cube. C'est facile, il prend en charge les sets custom de façon assez facile, et vous pourrez drafter en ligne également avec un site qui prend en charge les custom sets. Pour drafter en ligne, vous aurez donc besoin de Cockatrice, du fichier .text que je vous mets en description pour le support du draft, et du fichier .xml qui servira à créer un set custom sur Cockatrice. Sur Cockatrice, vous devrez vous rendre dans Base de données de cartes et gérer les éditions personnalisées. Allez chercher le fichier XML, double-cliquez, et voilà, l'édition est sur Cockatrice. Rien de plus simple. Assurez-vous que tous les joueurs en fassent de même, et ensuite il suffit de construire vos decks comme d'habitude sur Cockatrice quand vous jouez. Vous pourrez également directement copier-coller la liste depuis le site de draft pour créer votre deck de draft sur Cockatrice. Il y a déjà pas mal de tutos en ligne qui existent pour vous montrer comment drafter et importer un deck sur Cockatrice, je vous laisserai les voir si vous le souhaitez. Pour la partie du draft, j'utilise le site draft.info, que je vous mets en description. Ce site permet de rajouter des sets custom et de gérer le format cube. Pour ce faire, rendez-vous sur draft.info et commencez par faire une importation du custom set. C'est le même fichier qui est utilisé par draft.info et Cockatrice, vous aurez donc juste à y glisser le fichier XML. Une fois que le set est sur draft.info, et ça il faudra le faire à chaque fois que vous voulez drafter une nouvelle session, vous pourrez cliquer sur créer une game. Dans le menu qui s'affiche, vous sélectionnerez draft, appelez-le ensuite comme vous voulez. Vous choisirez le nombre de joueurs. Je conseille de toujours mettre 8 joueurs, sauf si vous voulez appliquer les mêmes règles qu'à 4 que j'ai décrites pour le jeu papier. Cliquez ensuite dans Type sur Cube, puis dans Pack, copiez-coller l'intégralité du fichier .text qui est en description dans la box. Cela permettra au site d'aller chercher les cartes custom. Mettez ensuite 3 boosters, 20 cartes par paquet, 1 pick par paquet, 0 burn par paquet. Si vous souhaitez jouer à 4 avec les règles du format papier, les paramètres seront 6 boosters, 20 cartes par paquet, 1 pick par paquet, 1 burn par paquet. Une fois cela fait, vous pourrez créer la partie, et vous aurez juste à envoyer le lien d'invitation aux autres joueurs. Vous pourrez également, quand vous êtes l'hôte de la partie, choisir si vous voulez des bots. Moi, je conseille, pour drafter avec 5, 6, 7 joueurs, d'utiliser le nombre de bots qui compléteront 8 players. Cela vous permet de ne pas vous prendre la tête avec la phase de pick, les cartes seront burn automatiquement par des bots et vous verrez le bon nombre de cartes. Une fois votre phase de draft terminée, vous n'aurez plus qu'à sauvegarder votre deck et jouer avec sur Cockatrice. Il est important de noter que draft.info est quand même assez instable et ça nous est déjà arrivé d'avoir des bugs lors de phases de draft qui peut être assez frustrant. C'est pourquoi soyez prêts à cette éventualité si vous décidez de jouer en ligne avec ce support. Il n'y a à ma connaissance pas d'autres supports qui gèrent le draft de façon aussi précise en cube pour les custom sets en ligne. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Voilà, on a déjà fait un gros bout de chemin sur comment jouer avec le cube. C'est l'heure de passer à la partie un peu plus fun, qui est celle où on découvre ensemble les mécaniques exclusives au cube, et quelques nouvelles cartes. Vous aurez en lien dans la description un lien vers un Google Doc qui reprend les Comprehensive Rules de Magic et des règles facilitées pour les mécaniques exclusives. Il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment et impactantes pour que vous ayez besoin de les connaître et les comprendre. Une des premières mécaniques très importantes du cube, c'est prismatique. Vous rencontrerez le mot-clé prismatique uniquement sur les créatures légendaires monocouleurs. Donc il y a 10 cartes dans le cube qui ont ce mot-clé. Cette capacité vous permet, si cette créature légendaire est votre commandant,
de lui choisir une seconde couleur qu'il aura au début de la partie, un peu à la manière d'un Prismatic Piper dans Commander Legends pour ceux qui connaissent. Si par exemple je choisis de jouer avec Ikit comme commandant noir, sa capacité prismatique me permettra de choisir au début de la partie n'importe laquelle des autres couleurs, et je pourrai ainsi décider de jouer mon Ikit plutôt blanc-noir, mais aussi noir-bleu, ou encore noir-vert ou noir-rouge. Ces commandants ont donc une flexibilité et une polyvalence assez importantes, et vous permettront de récupérer des phases de draft où vous ne trouvez pas le commandant bicolore qu'il vous faut. Ils peuvent aussi servir à chercher des archétypes un peu secrets, et bien qu'ils ne paient pas forcément de mine par rapport aux commandants bicolores ou tricolores, ils permettent de faire des parties assez originales. Autre nouvelle capacité, le transfert. C'est une capacité qui ressemble à la capacité de splice, ou imprégnation, que vous retrouverez aussi dans le cube, et qui permet, avec les permanents qui possèdent le transfert, de payer le coût de transfert quand on lance un éphémère ou un rituel, pour rajouter les effets du mot-clé transfert sur ce même sort. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais si on prend un exemple, vous verrez tout de suite comment ça marche. Si j'utilise par exemple Nomade Insuffleur, qui possède la capacité de transfert pour 0, ajouter un marqueur +1/+1 à la créature ciblée. Tant que je contrôle le Nomade Insuffleur, dès que je joue un sort d'éphémère ou de rituel, je pourrai payer 0 une seule fois par sort, pour rajouter cette ligne de texte sur mon sort. Si je lance donc un choc n'est pas dans le cube mais c'est pour l'exemple, sur une créature d'un adversaire, je pourrais dire au moment où je lance mon choc, j'active le transfert de mon Nomade Insuffleur pour rajouter les effets sur le choc. Vous choisirez ensuite les cibles appropriées s'il y en a, et résoudrez le sort en entier. Ici, j'aurai donc un choc qui va mettre 2 points de dégâts à une créature adverse, et pourra mettre un marqueur +1/+1 sur mon Nomade Insuffleur. Comme je l'ai déjà dit, chaque effet de transfert ne s'active qu'une seule fois par sort que l'on lance, et je ne peux pas décider de payer 200 fois 0 pour mettre 200 marqueurs, cela n'aurait pas de sens. À la manière du splice, qui fonctionne de la même manière, mais en révélant les cartes depuis notre main, au lieu de les avoir directement en jeu. Enfin, dernière mécanique un peu exclusive au cube, c'est Encore. Alors Encore, vous allez me dire que vous connaissez cette mécanique qui vient de Commander Legends, mais elle a été ajustée pour pouvoir se mettre sur des éphémères et des rituels. Comment ça marche ? Vous devrez payer le coût d'Encore depuis votre cimetière, exiler le sort en question, puis vous créerez une copie de ce sort pour chacun de vos adversaires, et vous devrez lancer ces copies, chacune ciblant un adversaire différent ou un permanent qu'il contrôle. Si par exemple, j'ai dans mon cimetière Spell Shaper's Breath, qui possède un coût d'Encore pour bleu-bleu, et qui dit « Le joueur ciblé renvoie dans sa main un permanent non-terrain qu'il contrôle avec la plus grande mana value ». Alors vous noterez que le cube ayant été fait sur à peu près 1 an, toutes les cartes ne sont pas passées au nouveau wording mana value au lieu de converted mana cost, et j'en suis désolé, je m'en rends compte en même temps que j'imprime le cube. Si je paye mon coût d'Encore de bleu-bleu et que j'ai encore mes 3 adversaires en vie, je vais lancer une copie de Spell Shaper Braze sur chacun de mes adversaires. A noter que ces copies sont lancées. Elles vont donc trigger tous les effets qui nous disent « Whenever you cast a spell » à chaque fois que vous lancez un sort. On pourra également y appliquer le transfert ou l'imprégnation qu'on a vu juste avant, ces cartes étant lancées, à condition cependant de respecter la condition de ciblage du sort. Vous retrouverez cette mécanique principalement dans un archétype, mais il existe des sorts avec Encore dans toutes les couleurs. Il y a en plus de ça beaucoup de mécaniques présentes dans le cube, mais qui ne sont pas nouvelles et qui n'ont pas subi de changement. Je vous laisserai donc les découvrir au fur et à mesure. On peut maintenant attaquer la dernière partie de cette vidéo, qui est sûrement une des plus importantes une fois que vous saurez comment jouer, celle des archétypes. Le cube a été créé avec 20 archétypes principaux, 10 bicolores et 10 tricolores. Je vais donc vous les lister un par un, mais vous trouverez normalement dans le fichier pour imprimer le cube des petites cartes de reminder sur quels sont les archétypes, afin de pouvoir les avoir sous la main si vous souhaitez jouer avec des nouveaux joueurs. Et on va commencer avec les archétypes bicolores, et en premier, Azorius, blanc-bleu. Azorius est centré sur l'engagement et le dégagement de créatures et de permanents. Comme vous le pouvez le voir à l'écran, je vous montrerai un commandant et une des cartes spécifiques à la bicolorité à chaque fois. C'est un thème assez unique qu'on a développé autour de Azorius, beaucoup de cartes le font dans l'histoire du jeu, mais on n'a jamais vraiment vu de payoff ou de récompense pour faire ainsi. C'est un archétype plutôt à visée contrôle, qui est très puissant si bien manipulé. Pour Dimir bleu-noir,
On est ici plutôt sur un archétype véhicule, saupoudré d'un tribal pirate. Les véhicules sont une mécanique assez faible habituellement en multijoueur et notamment en commandeur. On a essayé de faire en sorte qu'ils soient jouables et plutôt forts pour rivaliser avec les autres joueurs. Vous trouverez des véhicules qui sont adaptés à plein d'archétypes différents. Soyez donc vigilants, si vous jouez Dimir, il faudra les prendre peut-être assez haut. Côté Rakdos, noir-rouge, l'archétype ici est celui du vol de créatures ou de permanents, avec des effets comme acte de trahison qui volent les créatures de l'adversaire pour un tour. Vous pourrez, avec certaines cartes clés de l'archétype, transformer ces vols de un tour en vols plus ou moins permanents pour vous créer une armée avec les serviteurs de vos adversaires. On trouvera une sous-thématique dans Rakdos autour des démons, qui sont plutôt là pour le lore et qui n'ont pas de vrai soutien tribal quant à eux. Gruul est un archétype assez fidèle à lui-même et qui sera peu original par rapport à d'autres. C'est un archétype Ferocious, qui comptera les forces 4 ou plus sur nos créatures. On va donc chercher à jouer des grosses techs pour en mettre plein les dents à nos adversaires. On trouvera aussi en Gruul une sous-thématique tribale sur les trolls, qui sont très présents et importants dans le lore, qui bénéficieront quant à eux d'effets de protection et de résilience très variés. Je vous parle pas mal de lore, je suis en train de faire un petit paragraphe de lore autour du set, que j'ai essayé d'uniformiser pour vous proposer une expérience la plus agréable possible. Vous y trouverez pas mal de références entre les cartes elles-mêmes, mais aussi dans les différents flavor texts que je vous invite à lire, et une fois que cela sera prêt, j'ajouterai à cette vidéo un lien vers un Google Doc qui reprend les plus grands éléments du lore. Côté Selesnya, blanc-vert, on retrouve un archétype Aura, sur des enchantements qui se mettent sur les créatures. C'est un archétype qui, pareil, est assez faible d'habitude à cause de la possibilité de se faire 2 pour 1 facilement quand on joue des auras. Ici, on a essayé de le rendre suffisamment costaud et résilient pour tenir tête à d'autres joueurs. On y trouvera aussi un sous-thème Loxodon, des éléphants humanoïdes, qui sont un peu le tribal de cette bicolorité. Pour Orzhov blanc-noir, on a une thématique centrée sur les marqueurs. Marqueurs de tout type, mais principalement +1/+1. On y retrouvera de la prolifération, et de quoi transférer les marqueurs d'une créature à l'autre, un peu à la manière de modularité, mais sur des créatures normales, entre guillemets. Vous trouverez également plein de moyens d'exploiter les compteurs de vos créatures pour divers effets, que ce soit des points de dégâts ou de la réanimation. À vous de trouver ce qui vous convient le mieux dans ces couleurs. Pour Izzet rouge-bleu, on retrouve ici la mécanique de Encore comme centrale dans l'archétype. Et pas pour rien, car Izzet sera représenté par des artistes ambulants à la façon d'un cirque, qui vous proposeront, encore une fois, un final digne de ce nom. On trouvera donc beaucoup d'éphémères et de rituels qui se joueront sur tous vos adversaires, mais aussi plein de créatures qui se feront un plaisir de revenir, plus vous avez d'adversaires. C'est une mécanique relativement forte en début de partie quand vous avez tous vos adversaires qui sont là, et qui s'essoufflera petit à petit au fur et à mesure que vous les éliminerez. Faire attention avec cet archétype, Encore est une mécanique qui scale avec le nombre de joueurs dans la partie. Si vous décidez en ligne de faire une partie à 5 ou 6 joueurs à la même table, vous risquez avoir affaire à des decks très puissants qui seront basés sur cette mécanique. On repart chez les Golgari en noir-vert, qui eux nous proposeront un archétype centré sur les terrains. Qu'il soit dans votre main, en jeu, dans votre cimetière ou votre deck, vous vous amuserez à utiliser les terrains en tout genre pour gérer le board et tuer vos adversaires. C'est un des archétypes où vous aurez envie de pick très haut les fetchlands qui sont dans le set. En effet, ils vous permettront d'avoir plus de terrain et d'aller les chercher, mais également dans lequel vous voudrez jouer sûrement un peu plus de terrain que dans d'autres decks. Pour rouge-blanc Boros, on se retrouve toujours du côté des decks un peu plus agressifs, mais ici Boros a une mécanique bien à lui, que j'appellerais l'auto-défausse. En effet, Boros essaiera de remplacer les cartes inutiles de sa main le plus vite possible, pour profiter de bonus agressifs, mais aussi parfois un peu différents, et il prendra un malin plaisir à aller chercher très très vite dans son deck les meilleures cartes. Enfin, dernier archétype bicolore, Simic, pour un thème qui est assez classique également. Simic sera centré sur les jetons en tout genre, mais plus particulièrement les jetons esprit incolores avec le changelin. Une thématique centrée sur le lore, mais qui est assez importante dans le set, qui permettra de renforcer le côté un peu tribal de certains decks, tout en permettant d'avoir des bonus dans un des archétypes tricolores qu'on verra juste après. Ces archétypes bicolores ont un avantage, c'est qu'ils possèdent chacun 3 commandants différents et 3 cartes de soutien, contrairement aux archétypes tricolores qui n'ont que 2 commandants et une seule carte de soutien.
N'hésitez donc pas à prendre ces commandants, qui sont parfois tout aussi forts, voire même plus, que certains decks tricolores un peu instables. On passe du coup logiquement aux archétypes tricolores avant de terminer avec cette vidéo interminable. Et on commence par Esper, blanc, bleu, noir, qui sera l'archétype de l'imprégnation sur les éphémères et les rituels. C'est un archétype qui se veut beaucoup plus contrôle et qui jouera beaucoup de sorts. On cherchera à avoir des sorts qu'on peut jouer pour peu cher et des sorts qui pourront s'imprimer sur ces derniers, afin de profiter d'effets répétables tout au long de la partie. Un archétype qui est assez compliqué à jouer, mais qui peut être très récompensant quand il sort dans le bon sens. Grixis, bleu, noir, rouge, quant à lui, sera un archétype centré sur le sacrifice. On sacrifiera un peu de tout, que ce soit des jetons, des trésors, ou encore d'autres créatures, pour des effets divers et variés. Comme vous pouvez le constater, Grixis utilisera très bien la sous-mécanique de Rakdos, qui est le vol de créatures, présent dans ses tricolorités. Côté Jund, noir, rouge, vert. Ici, c'est un archétype plus centré sur le combat forcé. Créez du chaos sur la table en forçant vos adversaires à s'entretuer ou à s'attaquer à chaque tour, et profitez-en pour y ajouter des effets qui draineront tout le monde à chaque fois que vos adversaires s'attaquent entre eux. Jund est aussi une tricolorité assez difficile à manipuler, mais qui peut être très récompensante quand votre deck arrive à être bien construit. Naya en blanc, rouge, vert sera construit autour des enchantements, et non plus uniquement des auras. Vous aurez des enchantements à tout va, qui iront très bien sur vos créatures de 4 de force qu'on retrouve en Grul, et bénéficieront également des synergies aura retrouvées en Célestia. C'est un archétype un peu plus good stuff qui sera plus facile à jouer. Pour Bant, blanc, bleu, vert, ici on retrouve du classique avec un Bant Blink, c'est-à-dire qu'on va essayer d'abuser des effets d'entrée en jeu de nos créatures et permanents. Rien de particulier à dire sur cet archétype, c'est un archétype de value qui cherchera à avoir le plus de cartes qui disent quand cette créature arrive en jeu. Pour Abzan, blanc, noir, vert, ici Abzan jouera avec le cimetière, mécanique assez classique aussi pour la tricolorité. On bénéficiera de plein de cartes qui nous permettent de se meuler, pour récupérer les cartes clés dans notre cimetière et avancer dans la partie. Vient ensuite Jeskai, bleu, rouge, blanc. Pour Jeskai, l'archétype principal est héroïque, un vieux mot-clé qui permet qu'à chaque fois que notre créature est ciblée par un sort, de donner des bonus à cette dernière ou à tout notre terrain. On cherchera donc en Jeskai à avoir le plus de sorts qui nous disent target créature ou target permanent, pour trigger nos effets d'héroïque, et on se rend compte que les effets de transfert ou de splice seront ici très intéressants pour rajouter cette clause de target sur des sorts qui ne l'ont pas forcément. Vient ensuite Sultai, noir, vert, bleu. Sultai est un archétype qui sera centré sur les créatures incolores et artefacts, et qui profitera donc des jetons esprits que produit Simic. Vous y associerez de la récursion d'artefacts et d'autres effets de boost des créatures incolores pour finir la partie. Avant-dernier, Mardu, noir, rouge, blanc, est un archétype très particulier qui se divise un petit peu en deux. Une partie de Mardu est centrée sur les combats de damage à un joueur, c'est-à-dire qu'il faudra que nos créatures touchent l'adversaire pour gagner des effets. Et l'archétype numéro 2 est un archétype un petit peu anti-monarque. Qu'est-ce que c'est que anti-monarque? C'est-à-dire que nos cartes vont essayer d'empêcher le monarque de faire des choses correctement. On cherchera donc à donner le monarque à nos adversaires pour bénéficier d'effets bonus sur ces mêmes adversaires ou les ralentir. On a donc deux plans de jeu un peu distincts en Mardu, mais qui marchent plutôt bien ensemble avec les cartes qui ont été designées pour. Et enfin, Témur est lui aussi un petit peu partagé entre deux. D'un côté, ce sera un archétype qui lui bénéficiera d'avoir le monarque, mais il y a quand même peu de cartes qui ont cet effet, son archétype principal étant celui de l'exil. On cherchera à exiler des cartes de n'importe où, par quelque manière que ce soit, afin d'en tirer des bénéfices, voire même de les rejouer. Transformer l'exil en un deuxième cimetière, c'est possible en bleu, rouge, vert. Et voilà, on a fait un tour d'horizon rapide des différents archétypes du cube. Il existe aussi, je vous en ai parlé au début, 3 commandants multicolores qui comprennent les 5 couleurs. Un que je vous montre ici, Zugzan, est centré sur le tribal humain, et vous verrez qu'il y a beaucoup d'humains dans le set. Et les deux autres sont plus good stuff et permettront de créer des decks 5 couleurs quand on n'a pas vraiment touché le commandant qu'il nous faut, ou qu'on s'est un peu trop éparpillé pendant la phase de draft. En tout cas, j'espère que ce projet et cette vidéo vous plairont. On a mis beaucoup d'énergie et beaucoup d'entrain à créer ce cube, et en tout cas on s'est beaucoup amusé déjà dans les phases de test, et j'espère qu'on va continuer à s'amuser en papier maintenant qu'il est fini.
Si vous voulez trouver un groupe de jeu, n'hésitez pas à passer sur le Discord MTG Commander, vous aurez le lien en description également. Les cubeurs seront ravis de faire des parties avec vous. Enfin, je le rappelle, mais je serai avec mon cube présent à l'événement Commander organisé par le Pince Crâne à Auxerre au mois de juillet. Et je vous retrouverai là-bas avec plaisir, que ce soit pour cuber ou pour faire une partie de DH classique. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de commandant de Capenna. C'était Monocommander, bye.